Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire la petite revue de la semaine, comme d'habitude. Il faut savoir que c'était pas une bonne semaine de trading pour moi. Je l'annonce d'emblée. On va regarder un peu les positions que j'ai prises, pas en détail, mais je vais vous les expliquer brièvement parce qu'il y en a eu beaucoup cette semaine. Je vais surtout mettre l'accent sur le fondamental parce que je sais que ça aide pas mal de personnes quand j'explique, bah tiens, les prix ont bougé dans telle ou telle direction et pour telle ou telle raison, on a eu telle ou telle réaction du marché. Donc on va aller regarder ça ensemble. Je vais peut-être d'abord juste vous remettre en contexte. Attendez, je vais ouvrir les graphiques. Je vais me mettre sur l'euro-dollar, parce que vous le savez, c'est la devise que je trade le plus. On va nettoyer les graphes, et comme d'hab, on va mettre, ça c'est un truc que je vous conseille souvent de faire. Si vous voulez vraiment vous concentrer sur une semaine ou un mois de trading, vous vous mettez en weekly, par exemple, ici pour me concentrer sur une semaine, et vous mettez simplement une barre verticale à gauche et à droite de la semaine, et ensuite vous vous remettez par exemple en daily. Et alors ici, je vois ce qui s'est passé cette semaine-ci et je vois ce qui s'est passé la semaine passée. Je vais me mettre sur 4 heures et on va décortiquer les mouvements ensemble. Je vais essayer de garder la vidéo assez simple et pas trop longue parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder. Vous commencez à comprendre la dynamique. Si maintenant aussi, mini parenthèse, si vous êtes intéressé par un sujet en trading, j'ai remarqué, grâce au fait que l'audience grandit, et ça c'est chouette sur YouTube, on est plus de 2000, grâce au fait que l'audience grandit, si maintenant tu es intéressé par un sujet d'analyse fondamentale, il suffit que sur YouTube tu tapes mon nom, suivi du thème qui t'intéresse. Donc imaginons, je sais pas moi, tu veux des infos sur l'emploi, tu peux taper Dorian, peut-être mettre trading derrière, et puis par exemple tu mets emploi. Et alors normalement il devrait te suggérer voilà, quelques vidéos, ici voilà, analyse des rapports sur l'emploi, ici aussi dans la vidéo sur l'analyse fondamentale j'en parle. Mais donc c'est ça qui est cool, il y a aussi la grosse playlist que j'avais faite avec toutes les vidéos, mais il suffit que tu tapes par exemple, je sais pas moi, politique monétaire, aussi, je sais pas. Voilà, et alors ici je fais une vidéo dessus. Donc ça aussi c'est une mini parenthèse, mais si maintenant tu es intéressé par un sujet d'analyse fondamentale, comme je commence à avoir pas mal de vidéos sur la chaîne, il y en a presque 100, ou alors 100 tout juste, un peu plus de 100 en fait, parce que j'ai commencé à faire des vidéos avant même de faire la série étudiant un trader pro. Mais du coup, s'il y a un thème d'analyse fondamentale qui t'intéresse, tu peux le rechercher directement via la barre de recherche YouTube. Donc ça, c'est cool, parce qu'on a gagné en visibilité sur la chaîne. Bref, c'était une parenthèse. Mais donc, pour revenir sur les graphiques, et je vais aussi vous sortir le calendrier. Bam, 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 bam. Voilà, donc du coup, pour revenir sur les graphes, donc on avait la semaine avec des données d'activité, donc ISM essentiellement. Donc ISM, pour vous la faire en bref, c'est l'Institute for Supply Manager ou Management, quelque chose comme ça. Donc c'est, on va dire, une entreprise, je crois qu'elle travaille pour le secteur privé, donc une entreprise privée qui va publier des données, qui va publier particulièrement un indice en fait, le PMI, donc le Producer Manager Index, donc l'indice des gestionnaires de production. Pour le secteur des services et pour le secteur manufacturier, cet indicateur va nous donner des informations sur l'état de l'économie dans le secteur des services ou dans le secteur manufacturier en fonction de l'indice qu'on regarde. C'est un indice pondéré, ça veut dire que c'est une sorte de panier dans lequel on va regarder plusieurs variables. On va se dire, tiens, comment va l'emploi, comment va la production, comment va les nouvelles commandes, comment va les prix, comment vont les prix, etc. Et ensuite, on va donner un chiffre qui va de 0 à 100, mais généralement ça tourne autour de 50, pour dire, tiens, si c'est plus que 50, donc 51, 52, 55, 60, ça veut dire que ce domaine-là, dans le secteur, est en expansion. Donc imaginons qu'on a un indice des prix qui est à 55, 60. Ça veut dire que les prix sont en expansion, les prix augmentent, on a de l'inflation dans le secteur, et à l'inverse, si l'indicateur est sous le niveau 50, ça veut dire qu'on a une contraction, un recul de ce domaine particulier du secteur. Mais donc ça c'est pour ce qui est de la lecture de l'indice, donc 50 c'est le niveau de référence. Et alors, comme je l'ai dit, c'est pour le secteur manufacturier et pour le secteur des services. Alors ce qui nous intéressait particulièrement cette semaine, c'était deux choses. C'était de voir du coup comment se porte le marché du travail. Okay. Pourquoi? Parce que, donc je vais vous reprendre le calendrier, comme data du coup on avait le NFP, donc le Non-Farm Payroll, comme on l'appelle, ou le rapport sur la situation de l'emploi en fait, qui est sorti vendredi. Et alors on avait aussi les données d'inflation en zone euro, et puis plusieurs indicateurs sur l'emploi pendant la semaine. On avait l'ADP, on avait les JOLTS, même si comme je l'ai dit, l'essentiel c'était le NFP. Et puis les PMI dont je viens de vous parler ici. Donc pour continuer avec les PMI, ici on voit que par exemple le secteur manufacturier s'est redressé plus que prévu aux États-Unis, que les prix ont augmenté plus que prévu dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Par contre, le secteur des services, il s'est détérioré, il n'est pas en territoire de contraction, donc il y a toujours une expansion du secteur, mais il s'est détérioré plus que prévu.
même contre toute attente, puisqu'on s'attendait à une légère hausse de l'indicateur, de l'indice. Mais donc il s'est détérioré plus que prévu. Et alors si vous allez regarder les détails du rapport, mais on va pas le faire dans cette vidéo, mais vous remarquerez aussi que l'indice des prix a reculé plus que prévu. Donc ça nous signale en fait non seulement un ralentissement de la croissance dans le secteur des services, mais aussi un ralentissement, ou en tout cas une diminution des pressions inflationnistes dans le secteur. Ce qui est bon pour la Fed. Donc pour parler un peu de politique monétaire, l'objectif de la Fed, c'est de ramener l'inflation vers une cible de 2%. Pour l'instant, elle est sur une bonne voie. Mais ce qu'elle aimerait voir, du coup, c'est des pressions inflationnistes dans son économie, et particulièrement dans le secteur des services, qui diminuent. Et c'est le cas. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la Fed, du coup, va peut-être, potentiellement, pouvoir diminuer ses taux d'intérêt prochainement. Peut-être en juin, peut-être en juillet, à voir. Mais donc c'est une bonne nouvelle pour la Fed, et comme on dit souvent, good news is bad news. Bonne nouvelle pour la Fed, mais c'est une mauvaise nouvelle pour le dollar. Parce que si on transite vers une politique plus accommodante, donc une politique où on diminue les taux d'intérêt, où on est dans des taux d'intérêt faibles, à ce moment-là, c'est mauvais pour le dollar. Les rendements et le dollar ont tendance à se déprécier dans un tel environnement. Mais donc pour revenir sur les graphiques, comme je l'ai dit, donc on a commencé la semaine avec le PMI manufacturier. Okay. PMI manufacturier meilleur que prévu, donc ça a eu un impact baissier sur l'euro. Encore une fois, je suis sur l'euro-dollar, donc mini cours de Forex, c'est que si tu as le dollar qui baisse, l'euro monte. Si l'euro monte, le dollar baisse. Inversement, si l'euro baisse, le dollar monte. Okay, c'est toujours une devise contre une autre. Mais donc ici, quand tu vois que par exemple les prix, je sais pas moi, toute cette période-ci ont augmenté, si l'euro monte face au dollar, ça veut dire que le dollar baisse face à l'euro. Et inversement, ici, toute cette période de baisse qu'on a eue, si l'euro baisse face au dollar, ça veut dire que le dollar monte. Mais donc, pour m'arrêter vraiment sur la semaine ici, okay, qu'on a eu, on observe qu'au début de la semaine, on a une forte dépréciation du prix. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, le secteur manufacturier s'est redressé plus que prévu. Et on a eu une réaccélération ou une accélération des prix dans le secteur manufacturier. Donc ça envoie quoi comme message à la Fed? Ça lui envoie comme message, et oh attention, les prix sont peut-être pas maîtrisés. L'inflation n'est peut-être toujours pas sous contrôle, ou en tout cas le processus de désinflation, le fait que l'inflation aille vers la cible de 2% n'est peut-être pas aussi direct et peut-être ne fonctionnera peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait imaginé. Donc ça pourrait nécessiter une politique monétaire restrictive plus longtemps. Comme je l'ai dit tantôt, politique monétaire restrictive plus longtemps, donc des taux d'intérêt élevés plus longtemps, c'est bullish pour le dollar et les rendements. Ça a fait baisser l'euro. Okay. Là, je donne une explication très bateau, mais en soi, elle n'est pas incorrecte. Bien évidemment, vous vous en doutez, c'est parfois un peu plus complexe pour comprendre les mouvements de prix sur les marchés. Mais pour ce qui est de la dynamique ou l'idée derrière, c'est vraiment ce que je viens de vous expliquer. Donc comme on a observé des chiffres d'activité solides et une entre guillemets réaccélération des prix dans le secteur, ça a inquiété les investisseurs qui se sont dit bah tiens en fait peut-être que la Fed devra maintenir ses taux d'intérêt élevés plus longtemps, peut-être jusqu'à juillet, et elle ne pourra baisser qu'en juillet. Donc ça c'était le mood, entre guillemets, le sentiment des marchés en début de semaine. Et puis on a observé quelques données d'activité aux États-Unis, pas d'activité pardon, sur l'emploi aux États-Unis, mais on a surtout le CPI. Alors là c'est quand même intéressant parce que malgré le ralentissement plus important que prévu de l'inflation en zone euro, ce qui suggère que la BCE pourra baisser ses taux rapidement, on a observé une appréciation du prix depuis mardi. Donc le CPI c'était mercredi. Mais donc le prix s'est apprécié et la data qui a vraiment propulsé l'euro à la hausse, donc c'est ici à partir de 15h, en réalité c'est 16h, si je me mets sur une heure, vous voyez que le prix est monté à 16h, ben c'est justement, je vais me remettre sur le calendrier, donc c'était mercredi 16h, le PMI des services. Et là, du coup, c'est tout l'inverse de ce qu'on observe dans le secteur manufacturier. On a observé un ralentissement plus important que prévu de l'activité dans le secteur des services mais c'est pas ici, mais est-ce que je l'ai noté? Le sous-indice des prix a décéléré à 53,4 points à un creux de 4 ans. Donc son plus bas niveau en 4 ans. Le rythme d'accélération des prix dans le secteur des services n'a jamais été aussi bas en 4 ans. Donc on comprend quoi? C'est que l'inflation ou les pressions inflationnistes liées au secteur des services ralentissent, elles diminuent, ce qui est une bonne chose, comme je l'ai dit tantôt, pour la Fed. Si c'est une bonne chose pour la Fed, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed pourra peut-être diminuer ses taux d'intérêt prochainement, peut-être en juin. Et donc on a observé une réappréciation des taux d'intérêt, une réappréciation des paris concernant une baisse potentielle des taux d'intérêt de la Fed en juin, ce qui a du coup été bearish pour le dollar, bearish pour les rendements. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir un recul des anticipations à plus tard dans l'année, donc au lieu d'avoir cette idée de peut-être que la Fed baissera ses taux plus tard, les taux devront rester élevés plus longtemps, on a justement l'inverse de peut-être que la Fed pourra baisser ses taux plus tôt que prévu, ou en tout cas en juin comme prévu. Donc du coup c'était bullish pour l'euro, bearish pour le dollar.
Donc ça, c'était pour le mercredi, jeudi. Et puis alors, ce qu'on a observé par la suite, et je terminerai avec ça, c'est que on a eu le rapport sur l'emploi vendredi. Alors le rapport sur l'emploi a été assez bon, assez solide. On a eu une impression mensuelle de 303 000 emplois créés, ok, au mois de mars. Le salaire horaire moyen est resté à 0,3%. Enfin, quand je dis resté, il n'est pas resté stable par rapport au mois précédent, mais il a augmenté comme prévu, donc à un rythme de 0,3% en rythme mensuel. Par contre, il a été révisé à la hausse pour le mois précédent. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que le taux de chômage est retourné à 3,8%, donc il est retourné vers bon, pas un plus bas, je pense qu'il est déjà descendu plus bas que ça, mais en tout cas il est à un niveau assez faible. Donc de façon générale, parce que j'ai pas envie de garder la vidéo trop compliquée, la situation de l'emploi aux États-Unis est assez bonne. Et donc forcément, la réaction qu'on a eue du marché après la publication, qui était à 14,30, donc elle est sur ce chandelier-là, c'est une réaction baissière, ou bullish du coup pour le dollar, parce que du coup on est sur l'euro. Okay. Par contre, il y a un membre de la communauté de Discord qui a posé la question. C'est intéressant d'ailleurs, mini parenthèse, mais pour ceux qui ont des questions relatives au trading ou à l'analyse fondamentale, n'hésitez pas à venir les poser dans le Discord, il y a le lien dans la description de la vidéo, parce que la communauté se fera un plaisir en fait de vous répondre. Si les gens ont des réponses, ou si moi-même j'ai une réponse, je peux prendre un peu de temps pour vous répondre. Mais donc la question en question, c'était, tiens, pourquoi, après la publication du rapport sur l'emploi, qui était solide du coup, on a eu une réaction bearish sur l'euro, ça c'était logique, ok, jusque là tout va bien, mais juste après on a eu une réaction bullish. Alors là, honnêtement, bien évidemment je peux jamais savoir exactement pourquoi les investisseurs sont positionnés ou se sont retirés, sinon je devrais être omniscient et dans la tête de tout le monde, ce qui n'est pas possible, mais on peut supposer. Et donc ce que j'ai dit à la personne qui avait posé cette question, la réponse que je lui ai donnée, c'était que selon moi, étant donné qu'on était en fin de semaine et aussi en fin de journée, donc il y a les deux facteurs qui rentrent en compte, peut-être que les investisseurs qui étaient en short depuis jeudi voulaient tout simplement reprendre des profits. Okay. On arrive sur la fin de semaine, on arrive sur la fin de la session de Londres, hein, donc vers 17h30 la bourse de Londres ferme. Et on voit qu'à 16-17h, le prix s'est réapprécié. Donc peut-être du coup que les investisseurs ont fermé leur position tout simplement. Ou peut-être, et c'est aussi encore une fois un peut-être, on n'est jamais dans la tête des investisseurs, peut-être que ceux-ci se sont dit que le rapport sur l'emploi en fait était apparemment solide, mais que lorsqu'on regarde le détail de ce rapport, on observe certaines faiblesses. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, ça nécessiterait une vidéo complète de comment lire exactement un rapport sur l'emploi, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, si tu es intéressé, tu peux, comme je l'ai dit, taper. Est-ce que ça fonctionne? On va voir. Si tu tapes Dorian Trading NFP, est-ce que ça marche? Ouais, du coup, il y a analyser le rapport sur l'emploi, voilà, tout simplement. Mais donc ça c'est pour cette semaine-ci. De façon générale, hein, si je devais décomposer l'action des prix en vraiment deux mouvements très simples, ou plutôt trois, la semaine a commencé en baisse, okay, avec le recul des anticipations du marché, qui était d'ailleurs lié à toute la data qu'on a eue la semaine passée. Mais donc, d'abord on a eu un euro baissier avec le recul des anticipations, pour une baisse des taux de la Fed, ok, donc c'était plus, on repoussait ça vers juillet, et on a quasi observé une chance sur deux de baisse en juin, ce qui était en recul par rapport à la semaine passée. Et puis du coup, avec tout ce que je vous ai expliqué sur la semaine, on a eu du coup ce changement dans la tête des investisseurs, ce changement dans le sentiment des investisseurs, où on a commencé à se dire, tiens, peut-être que la Fed pourrait baisser aussitôt que juin. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'elle baisserait plus ou moins en même temps que la BCE, peut-être même avant la BCE, qui sait. Et dans ce cas-ci, du coup, c'est bullish pour l'euro. Et puis alors, à la fin de semaine, avec le rapport sur l'emploi, on a renvoyé le prix un peu plus bas. Mais cela n'a pas annulé, du coup, la publication qu'on a eue avec le rapport ISM, okay, du secteur des services, que je dis pas de bêtises, oui, du secteur des services. Pourquoi? Parce que, mini parenthèse, mais en ce moment, les investisseurs sont plutôt focus sur l'inflation. Parce que dernièrement, dans une conférence de presse, pas cette semaine-ci, mais encore avant, Jérôme Powell avait déclaré, après qu'on lui ait posé la question, est-ce que un marché du travail solide pourrait différer une baisse des taux d'intérêt? Il a répondu non. Donc il a explicitement dit que même si le marché du travail était solide, cela n'empêcherait pas la Fed de diminuer ses taux. Et donc depuis cette déclaration-là, les investisseurs sont laser focus, genre vraiment concentrés à 100% sur l'évolution de l'inflation aux États-Unis, parce que même si le marché du travail est solide et que ça sous-entend du coup que ça va être dur de ramener l'inflation vers sa cible de 2% et de ralentir l'activité, en réalité, je ne vais pas dire que la Fed s'en fiche, mais c'est pas
c'est pas grave si le marché du travail est toujours solide et si l'activité est toujours incroyablement élevée quand on regarde le PIB, parce que ça ne semble pas empêcher l'inflation de revenir vers sa cible de 2%. Et donc on pourrait considérer que même si les développements sur le marché de l'emploi sont assez bons aux États-Unis, cela n'empêche pas les investisseurs de se dire tiens, la Fed diminuera quand même assez rapidement ses taux parce qu'on observe une détérioration du secteur des services, particulièrement des prix dans le secteur des services, et que c'est justement la composante qui mettait encore des pressions inflationnistes dans l'économie US. Et donc à ce moment-là, on observe littéralement un shift, en fait une inversion dans la tendance qui du coup durait depuis début mars. On observe véritablement une sorte de retournement à la hausse qui pourrait venir de ce que je viens de vous expliquer avec ce changement dans la tête des investisseurs, ce changement dans les anticipations de baisse de taux des investisseurs. Mais donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour répondre juste à la question, parce que je me rends compte que du coup j'y ai pas vraiment répondu, ça peut être donc lié, comme je l'ai dit, au fait qu'on soit la fin de la semaine et particulièrement du coup la fin de la journée aussi, donc la session de Londres qui fermait. Et d'ailleurs, quand vous avez des choses comme ça, donc ça veut dire une réaction particulière, là, moi j'appelle ça un U-turn, donc je vais l'écrire, parce que mon accent anglais, U-turn, donc vraiment un retournement en U. Quand on a une réaction comme ça peut être intéressant de regarder historiquement, comment est-ce que le prix a réagi à la nouvelle. Et donc si maintenant tu prends un calendrier économique et que tu regardes quand étaient les derniers rapports sur l'emploi, tu vas voir qu'on en a eu donc le 8 mars, 2 février, 5 janvier. On va prendre par exemple juste ces 3 derniers. Bon, tu pourrais t'amuser à le faire pour toute l'année 2023 et 2022, mais si tu veux t'amuser, tu peux le faire, mais juste là on va regarder par exemple les 3 derniers. Donc 8, 2 et 5. Si je remonte au 8 mars... Je vais y aller. Donc au 8 mars, généralement le rapport sort dans l'après-midi. Ici, on voit qu'on a eu une réaction clairement bullish. Non, attendez, je dis des bêtises. Non, pardon, justement. Ici, on voit qu'on a eu plus ou moins le même genre de réaction. C'est-à-dire que le 8 mars à 14h30, quand la data est sortie, on a eu un gros push à la hausse. Et puis finalement, on a eu encore une fois cette sorte de U-turn, ce retournement en U, bullish et puis bearish. Et au final, on close quasi au même niveau de prix. Si maintenant on remonte au 2 février, là, je pense qu'on n'a pas eu ce genre de réaction. 2 février, 14h30. Donc là, on était clairement bearish parce que c'est la première fois, je pense, où on a eu un rapport sur l'emploi aussi solide. Et puis si on remonte à janvier, le 5 janvier particulièrement, 12, 2, un peu plus tard, 11, on va trouver 8, voilà, le 5 janvier. Ici, de nouveau, un peu la même chose, 14h30, ok, le prix qui chute complètement pour se retourner après, ok, puis de nouveau vers 16-17 heures, le prix se déprécie et on clôture plus ou moins au même niveau que où il était avant l'annonce. Mais donc à nouveau, on remarque que quand il s'agit d'un rapport sur l'emploi, ces derniers mois, en tout cas il faudrait vérifier la data pour les dernières années, mais en tout cas ces derniers mois, c'est pas rare de voir le prix chuter dans une direction pour ensuite s'inverser. Et donc si maintenant toi tu sais ça, évite peut-être d'aller commencer à initier un giga short en mode je vais short depuis là et faire un swing alors que tu sais que le prix va probablement juste te donner quelques pips dans une direction puis remonter au même niveau. Ok, donc voilà pour mes positions, mais je pense que ce serait nécessaire d'en parler dans une autre vidéo parce que c'est plutôt d'ordre psychologique. Je vous ai dit en début de vidéo que c'était une mauvaise semaine de trading pour moi. Pourquoi ? Parce que autant la première position que j'ai exécutée respectait ma stratégie, respectait mon plan, il y avait du sens d'un point de vue fondamental, autant celle qui en suivit c'était purement du FOMO, etc. Donc comme quoi on voit qu'on n'est quand même pas à l'abri de faire des erreurs de trading qui sont directement liées à la psychologie. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, je ferai une vidéo plutôt psychologique et non pas comme ici sur les graphiques parce que c'est vraiment un problème qu'il y a dans la tête et non pas sur les graphes. C'est vraiment un problème de tiens, pourquoi après avoir mangé une perte sur un setup qui du coup avait du sens et donc sur un trade qui respectait ta stratégie, pourquoi est-ce que tu as continué à ouvrir des positions qui n'avaient aucun sens? Ça c'est directement lié aux émotions, c'est du revenge trading, c'est du FOMO, c'est toutes des choses qui n'ont rien à faire sur les marchés mais que je dois encore apprendre à maîtriser. Mais donc voilà, pour pas garder la vidéo trop longue, ici vraiment on a juste décortiqué ce qui s'est passé cette semaine d'un point de vue fondamental et au niveau de l'action des prix, mais pour pas garder la vidéo trop longue, on en parlera dans une prochaine vidéo sur le FOMO, la psychologie, le revenge trading et toutes ces choses-là. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit du coup à demain dans la prochaine vidéo.